Alors, avant de... Donc on commence. Avant de parler là, du thème d'aujourd'hui, je voulais simplement revenir un tout petit peu sur ce qu'on s'était dit la dernière fois à la fin, parce qu'en en reparlant après, je me suis aperçu que ça n'avait pas été bien compris. La fonction, il s'agit de la fonction du losange, là, la fonction du poinçon. Hein. Je trouve que la métaphore la plus simple pour en rendre compte, c'est de parler d'un pont-levis. Hein, quand vous avez un pont-levis avec, par exemple, sur les quais où passe, enfin, à côté dans Paris, là, je sais plus le nom. Voilà, canal de l'Ourcq. Bon, lorsque le pont est fermé, les voitures passent et les bateaux ne passent pas. Et lorsque donc c'est fermé, néanmoins, si on regarde, on voit quand même le trait sur le sol. On voit la marque de l'endroit où ça va s'ouvrir. Hein? Donc, il faut bien comprendre que, enfin, c'est comme ça que j'interprète ce que Lacan nous a tenté de nous transmettre, c'est que dans le cadre de la pulsion ou dans le cadre du fantasme, cette sensation que le sujet a de s'approprier son désir ou de s'approprier son objet est lorsque le pont-levis est baissé. Hein? Mais le pont-levis baissé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de trous, mais ça veut dire que les deux lèvres se sont rapprochées. Et lorsque on est dans cette position-là, ouverte, eh bien, c'est comme un pont-levis ouvert, ça ne passe pas. Hein? Comme l'électricité, finalement. Voilà, c'est comme un interrupteur. Hein, quand il est ouvert, le courant passe pas, et c'est quand il est fermé. Mais si on y regarde bien, on voit quand même qu'il y a quand même une solution de continuité entre les deux lèvres de l'interrupteur, enfin du contact. Voilà. Ok. Donc c'est... Alors, bon. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler d'un concept difficile, puisqu'il s'agit de trois signifiants qui sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. Alors, l'idée ici, c'est d'inventer ou de suivre l'invention de Lacan concernant la structure la plus simple qui puisse rendre compte du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Alors, avant de parler de leur conjonction, on va essayer de parler individuellement du concept du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Alors, si on prend le concept du réel, alors, quelle peut être sa structure ? Sa structure... on peut fantasmatiquement inventer ou imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans la tête du nouveau-né et de quelle façon il est condamné à un moment à appréhender un réel qui va être différent du réel qu'il imagine. Alors, quel peut être le réel qu'un nouveau-né imagine? Eh bien, il n'y a pas de raison qu'il n'imagine pas la structure la plus simple qui soit, à savoir une boule, à savoir une sphère.
Pourquoi une sphère? Parce que c'est d'abord la structure la plus simple et peut-être que ça rend assez compte de ce qui a pu se passer pour lui pendant 9 mois, à savoir que tous ses besoins étaient satisfaits au fur et à mesure par le cordon ombilical et par le placenta, et que donc il n'a aucune raison de concevoir le monde autrement que dans une structure sphérique. Les choses commencent à se compliquer au moment de la naissance, bien sûr. Alors, tiens, je vais essayer d'enlever ça parce que j'ai trop chaud. Simplement, je vais essayer d'enlever ça, mais alors tout de suite c'est un peu compliqué. Le réel, ça donne chaud. Alors, donc, les choses se compliquent très brutalement, évidemment, au moment de la naissance, puisque il commence d'abord par avoir un manque d'oxygène, hein, puisque le placenta cessant d'être actif, eh bien, il se retrouve en anoxie, hein, tout de suite. Donc, on peut peut-être dire d'ailleurs que cette anoxie est synonyme de ce que par la suite on appelle angoisse. Hein? Probablement, on peut dire que cette anoxie, c'est l'équivalent de l'angoisse. Et on y reviendra dans d'autres ateliers. Spontanément, quelle est la conséquence de l'angoisse chez les animaux? Eh bien, c'est l'action. Hein, une gazelle qui entend un bruit, il y a une fraction de seconde d'angoisse et ça déclenche le fait de courir et de s'échapper. Hein. Il y a quelque chose de... oui, d'ailleurs, pourquoi je dis qu'on en parlera ultérieurement? Non, on va en parler, ça fait partie là, de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, cette dialectique temporelle fondamentale chez les animaux, c'est angoisse-action. Et l'action en question, c'est de gonfler les poumons, hein, et donc de commencer à absorber de l'air. Bon, là, c'est pas bien sûr spécifique aux humains, c'est le cas de tous les mammifères, bien sûr. Après, je pense que pour les animaux qui naissent à travers des œufs et les poissons, je pense que c'est un peu différent. Enfin, pour ce qui est des mammifères, on peut généraliser là-dessus, sans trop se tromper. Hein. Alors, bon. Donc, peut-être la première rencontre traumatisante et traumatique avec le réel, c'est par le biais de l'angoisse liée à l'anoxie. Et les choses ensuite vont se répéter de beaucoup de façons, puisque même dans le cadre du nourrissage, lorsque le bout du sein n'arrive pas assez vite, lorsqu'il y a des petites douleurs au ventre, il y a un nouveau-né a d'innombrables sources de désagréments. Et ces désagréments, on peut les mesurer comment? On peut les mesurer par l'intensité du cri. Vous comprenez bien que si
lorsque vous entendez un nouveau-né hurler, comme s'il avait une grande douleur, si vous imaginez un adulte qui crie comme ça veut dire qu'on est en train de le torturer sauvagement. Hein, donc on peut pourquoi ne pas prendre en compte la valeur, non pas symbolique, mais la valeur réelle de ce cri. Oui, d'y voir. Je me demande s'il n'y a pas la question chez le tout petit aussi de l'effet de la surprise aussi. Le fait que... Ça, mais il n'écrit pas bien. Vas-y. Un cri peut nous paraître strident, mais peut-être que quelquefois c'est aussi parce qu'il n'est pas mesuré, il n'est pas modulable au départ. Oui. Et que d'autre part, il y a aussi, je pense, des grandes souffrances chez les bébés qui sont totalement... je pense aux enfants qui restent complètement inertes. Oui. Alors, bon, là alors justement, non mais un enfant qui est complètement inerte, on va automatiquement nous rattacher ça à une dimension de symptôme. Hein. Donc on n'est pas du tout dans le même... on n'est pas du tout dans la même dialectique, hein, et pour nous ça fait symptôme, et c'est symptômes en général très graves, hein, d'un enfant qui se comporte comme une poupée de chiffon. C'est extrêmement inquiétant. Là pour l'instant, je suis pas dans la pathologie justement. Voilà. Pour l'instant, je suis pas dans la pathologie. Justement, j'essaye de parler de qu'est-ce que quelle est la transformation dans la cosmogonie du nouveau-né quant à sa conception du monde. Hein, il démarre au départ avec une conception du monde qui a une forme de sphère. Hein, on peut dire que voilà, on a une sphère, hein, d'accord, comme ça, voilà, et c'est une sphère. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et dès l'instant où il est né, et à chaque désillusion ou à chaque souffrance, parce que justement il y a une incomplétude qui est apparue, eh bien ça se présente comme comme un traumatisme. Ou un traumatisme qui d'une certaine façon fait trou. Hein. Donc on peut tout à fait concevoir que cette sphère, eh bien, elle a une partie qui lui est retirée. Et qu'est-ce que c'est qu'une sphère ou une boule dont on retire une partie? Eh bien, c'est une structure de tore. Hein, un tore, c'est comme une pomme avec un ver qui traverserait complètement la pomme, hein, qui viendrait manger de la substance et qui ressort de l'autre côté. Et donc du coup, la structure a changé, en ceci que comme pour la sphère, pour la tore, il n'y a pas de bord, sauf qu'il y a une espèce de trou au centre, mais qui a quand même la particularité que si cette sphère, elle est comme une chambre à air, eh bien l'air ne s'échappe pas. Hein, c'est-à-dire que c'est un trou, mais c'est pas un trou. C'est pas comme si je fais un trou dans la sphère, hein, où le ballon va se dégonfler. Là, c'est un trou, mais qui a une particularité, c'est qu'il reste de l'air à l'intérieur. N'est-ce pas? C'est pas du tout pareil. Donc, alors, c'est précisément un processus c'est comme avec une gouge, hein, c'est comme si le monde extérieur faisait un trou dans la chair de l'enfant. Hein.
cette dimension de trou, cette dimension de trou et de douleur, on peut moi je l'associe à l'intensité du cri. Et quand même, un nouveau-né, ça pleure souvent. Hein. Alors, disons donc que l'enfant, par traumatisme, eh bien, est obligé de changer sa conception du monde. Il pensait que c'était une sphère, mais en fait, le réel dans lequel il est pris, eh bien, la structure la plus simple. Bon. Auparavant, pour lui, la structure la plus simple était la sphère. Maintenant, quelle est la structure la plus simple qui rend compte du fait qu'il y a qu'il y a un trou, que la pomme, elle a un verre qui l'a traversé, eh bien, donc on passe comme ça d'une sphère à un tore. Alors, premièrement, maintenant, il y a une question qui se pose. C'est ce trou. Qu'est-ce que c'est? Ce trou, c'est le comment dire, le mot manque, c'est justement, c'est pas l'écorce, quand on enlève avec une gouge, quand on enlève un peu de bois, donc il y a un morceau qui s'échappe, voilà, et c'est un morceau qui s'échappe, hein, et ce qui fait que Lacan dit que c'est de lin, que ce trou, c'est de lin. C'est de lin, mais pas n'importe quel lin, puisqu'il est sous forme de vide, il l'appelle -1. Lin en moins. Hein, c'est de lin en moins. C'est de lin en moins qui a été retiré à la sphère. Hein? Donc là, on est dans le domaine du symbolique. Excusez-moi, par le domaine du réel. Hein? Là, on parle du réel. Maintenant, on va aussi se poser les mêmes questions concernant les autres structures auxquelles l'enfant va être soumis. Alors, cet enfant, lorsqu'il est avec sa mère, eh bien là aussi, cette mère de laquelle il attend tout, et avec laquelle il n'a aucune raison au départ de ne pas penser qu'il est en fusion avec elle, hein, que ça fait qu'un. Hein, que lui plus sa mère, c'est du 1. Donc là aussi, il a toutes les raisons donc de penser que
le monde imaginaire dans lequel il vit a aussi une structure sphérique. Donc là, on est dans le domaine de ce qu'il imagine de la vie, du monde, ce qu'il imagine du monde. Or là aussi, il va être pris dans une désillusion, puisque la mère, elle va s'échapper. Elle va s'échapper, elle va pas être toujours disponible. Elle va aller travailler, elle va aller voir le papa, elle va aller voir ses copines, ses copains, elle va aller au cinéma, elle va faire énormément de choses qui ne sont pas dans la fusion avec l'enfant. Donc là aussi, il va être contraint de repenser son monde, à savoir qu'il pensait qu'il intéressait la mère au plus haut point, et bien, il est bien forcé de constater qu'il y en a d'autres qui l'intéressent aussi. Donc là aussi, on est à nouveau pris dans une structure qui elle-même va avoir un trou, hein, à savoir tous les intérêts que la mère a à l'extérieur et qui ne sont pas lui. Donc quelle que soit l'énergie qu'il va dépenser, eh bien, il est obligé de repenser sa conception du monde. Et donc, son imaginaire, entre le sien et celui de ce qu'il perçoit de sa mère, eh ben, là aussi, il y a un trou. C'est une structure qui est trouée. Alors, elle est trouée et comment, là aussi, la même question que tout à l'heure, comment nommer, qu'est-ce que c'est que ce trou? Eh bien, c'est quelque chose qu'il n'a pas. C'est quelque chose dont il est dépourvu. Donc, étant dépourvu de quelque chose, là aussi, on va pouvoir peut-être mettre le signe moins. En rouge, on va le remettre en rouge. On va aussi affubler ce trou d'un signe moins, puisque c'est quelque chose qu'il n'a pas. Mais c'est quelque chose de formidable, puisque c'est tellement formidable, puisque la mère est capable de laisser son enfant pour aller s'intéresser à cette chose magique que lui n'a pas. Donc ce signifiant manquant, eh bien Lacan l'appelle phallus. Mais phallus, là aussi, donc il lui donne la petite lettre phi. Merde, même pas faire le phi, c'est malheureux ça. Et là aussi, affublé du signe moins. Donc le moins phi figure là aussi cet objet magique qu'il n'a pas lui, mais que sa mère trouve ailleurs. Alors, pendant qu'on y est,
parce qu'on va s'en servir après. Voilà par exemple une façon de... Bon, ça va nous servir, hein, c'est une façon comme ça de représenter un tore. Hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin ça donne une idée. Hein. Donc il y a de la matière, hein, et puis il y a un trou au milieu. D'accord ? Alors, maintenant on va s'intéresser à donc sa série de transformations cosmogoniques n'est pas terminée. Il lui manque un élément fondamental qu'il va être obligé de concevoir également. Alors, là on va se projeter un petit peu plus tard, bien que je pense que cette dimension tardive est une métaphore, une répétition d'événements beaucoup plus primitifs. Hein. On va aller dans ce que font la plupart des enfants nettement plus tard lorsqu'ils jouent au jeu des pourquoi. Hein, ce jeu des pourquoi, c'est très important dans la structuration du psychisme d'un enfant. Il a, disons, j'ai envie de dire, c'est comme si l'enfant avait une espèce de conscience intuitive de la dimension, je le dis comme ça, de la dimension tautologique d'un dictionnaire. Lorsqu'on cherche un mot, une série de mots dans un dictionnaire, on s'attend à ce que la structure du dictionnaire soit tautologique. Hein, c'est-à-dire que on supporte mal qu'au milieu des définitions de mots, il y a un mot qu'on ne trouve pas ailleurs dans le dictionnaire. Hein, si on fait une pause d'ailleurs, j'irai vous chercher en bas parce que à un moment j'avais travaillé avec les laboratoires, non, avec les éditions Larousse et je vais rencontrer la directrice de la publication et une partie de son travail consistait à corriger le dictionnaire pour l'année suivante et donc elle m'a donné un exemplaire. Donc, j'irai vous le chercher tout à l'heure. C'est tout à fait passionnant à regarder parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'erreurs dans un dictionnaire. Et tout son travail consistait à repérer, à rechanger les définitions, en rajouter, en enlever, vérifier que les exemples n'étaient pas là plusieurs fois. Enfin, c'est un travail très très complexe qui est fait par la directrice de publication, on va dire. Et donc on s'attend, et ça fait partie de l'intuition fondamentale de l'enfant, que si on emploie un mot, eh ben on sait ce que ça veut dire, et que l'adulte sait ce que ça veut dire, et qu'il peut interroger sur le sens du mot, ou le pourquoi la Terre tourne, hein, par exemple. Hein, et donc c'est un jeu. C'est un jeu que tous les enfants pratiquent. Alors, quelle est l'idée de base qui, à mon avis, encore une fois, est une répétition ou une métaphore de choses qui ont dû se passer beaucoup plus tôt. Là aussi, ici, on va avoir une conception sphérique d'un dictionnaire.
dictionnaire, c'est une boule. Ça veut dire quoi que c'est une boule? Eh bien, ça veut dire tout simplement que lorsque j'ai un mot, il renvoie à un autre mot, qui renvoie à un autre mot, qui renvoie à un autre mot, etc. Et puis qui, à un moment donné, peut éventuellement renvoyer au premier mot. Mais en tout cas, il faut que ce soit... faut que tous les mots soient dedans, quoi. Or, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous êtes déjà confronté à des enfants qui vous posent des questions comme ça, à un moment donné, vous allez arrêter de répondre. À un moment donné, vous allez dire, écoute, va te laver les mains, c'est le moment de passer à table, laisse-moi regarder les informations, hein, ou alors même plus astucieusement, il y avait un sketch tout à fait intéressant de son nom m'échappe. Non, plus ancien. Où tu vas voir de qui je parle. Celui qui manie l'absurde. C'était un père et un fils, et le fils posait des questions comme ça à son père, et le père répondait systématiquement, mais c'est étudié pour. Fernand Reynaud, voilà. Le c'est étudié pour. Et c'est tout à fait ça qui est en cause. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on refuse ou on n'est pas capable de répondre. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, là encore, que ces signifiants dont on parle, ces signifiants, eh bien, à un moment donné, ils vont se renvoyer les uns aux autres, on est d'accord, mais à un moment donné, ils vont renvoyer un signifiant manquant. Ah, écoute, laisse-moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai du boulot, ou quel que soit le texte qui est dit, toujours est-il qu'il y a un moment donné où on renvoie à nouveau à un vide. Donc là encore, c'est assez amusant quand je vous montrerai cette édition du Larousse, vous verrez que c'est prévu dans la structure du dictionnaire. C'est-à-dire que le dictionnaire, il est censé être tautologique, mais depuis le temps qu'on fait des Larousse, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Or là, c'était, je ne sais plus dans quelle année, on regardera si je vais le retrouver en bas, c'était au fil des années 70, ou oui, je pense, ou non, au fil des années 80. Et il y avait encore, c'était encore bourré de corrections. Donc ça dit bien que même dans un dictionnaire, il y a quelque chose qui renvoie à du signifiant manquant. Puisque si la personne, elle souhaite corriger, c'est bien que dans ce qu'il y a dans le texte, ça renvoie pas à une autre entrée d'une façon satisfaisante. C'est qu'il y a un défaut dans la construction. Oui. Est-ce que c'est pas lié au fait que la langue n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose qui est mobile tout le temps? Je pense à un vieux dictionnaire, j'ai regardé le mot amour dans un vieux dictionnaire, et je pense qu'on mettrait plus ça à l'heure actuelle. Oui. Il y avait marqué amour de la patrie. Oui. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait pas un exemple qui serait forcément donné. Oui, bien sûr, ça connote. La langue, bien sûr. Ça connote un usage à une époque donnée, à un lieu donné, bien sûr, hein, bien entendu. Hein. Et les nouveaux aussi, oui, dans la création. Ouais. Alors, donc là, on a affaire à nouveau à un trou.
Et c'est un trou qui a une structure particulière, puisqu'il est dit que d'une certaine façon, soit directement, soit indirectement, tous les signifiants pointent sur lui. N'est-ce pas? Soit éventuellement par un jeu de déduction et de saut de signifiant en signifiant, mais toujours est-il que il y a quelque chose qui converge sur un trou. Alors, dans l'algèbre lacanienne, comment Lacan appelle ce trou? Eh bien, il lui donne il le nomme signifiant du manque dans l'autre. Il appelle ce signifiant, donc le signifiant du manque dans l'autre. Oui? Voilà. Donc, écrit avec son algèbre, il le note, S de grand A barré. D'accord? Voilà. Donc, si on résume un petit peu là où on en est maintenant, on est au fait que l'enfant, sa cosmogonie primitive avait toutes les raisons, parce que c'est ce qui est le plus simple, d'être composé de 3 sphères, et par les difficultés pour ce petit homme, les difficultés d'être dans cette communauté des êtres parlants, eh bien, il y a une nécessité de repenser cela sous forme de 3 tores. Donc, il y a une transformation structurale tout à fait fondamentale, qui est le passage de 3 sphères. Je vais le noter là parce que c'est quand même le point le plus fondamental. Donc, dans l'acquisition de la participation à la société des êtres humains, eh bien, il y a une transformation de 3 sphères qui se transforment en 3 tores. D'accord? C'est clair? Je veux bien un peu de jus d'orange. Oui. Bon. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment ces 3 tores s'articulent-ils lorsque le petit être, petit homme, est confronté à une rencontre d'un objet. Alors, peut-être avant ça, je vais essayer de vous trouver ce dictionnaire, comme ça fait une petite pause en même temps. Voilà, c'est l'édition de... Attends, je vais reprendre ça. C'est l'édition de 1986. Voilà, vous pouvez le feuilleter, hein. Vous verrez qu'il y a pas mal de modifications.
Voilà. Bordélique. Ah, boosté. Je me demandais quand même comment ces transferts allaient s'articuler. Est-ce que tu vas nous expliquer maintenant? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On va parler du nouveau-né, un peu ça de l'enfant qui pose des questions. Bon. Est-ce que c'était imagé plus que... Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une façon de pointer des moments qui sont pertinents. Bon, comme de la même façon que Freud, quand il parle du jeu Ford-Da, est-ce que ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Enfin, tu vois, c'est... C'est juste qu'il le remarque. Oui, il y en a plein, sur plein de pages. Hein, faut feuilleter, mais... Alors... Oui, c'est très bon, ouais. Alors, la question est, effectivement, c'est comment ça s'articule. Alors, là encore, on va essayer de penser le mode d'articulation le plus simple. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui serait compliqué pour De Thor? Eh bien, ça serait de faire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Si je fais quelque chose comme ça, ça c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je suis obligé de couper un détor, hein, et ensuite de le mettre comme ça. C'est une structure assez compliquée. Or, comme j'essaye toujours, hein, vous pouvez vous amuser avec, comme j'essaye toujours, c'est de trouver la façon la plus simple qui rende compte d'un phénomène. Qu'est-ce qui est le plus simple à faire avec deux tors, hein? Eh bien, c'est d'en mettre un au-dessus de l'autre. Si j'en mets un au-dessus de l'autre, c'est quand même beaucoup plus facile que d'en ouvrir un pour arriver à le nouer à l'intérieur, n'est-ce pas? Hein? Donc là, vous voyez, les deux tors, j'en mets un au-dessus de l'autre. Et puis de fait, si on a la 3, qu'est-ce qui est commode avec le troisième? Ben, c'est de le mettre au-dessus aussi. Vous voyez? Donc ça c'est pas très compliqué. Vous voyez, hein, je ne sais pas si ça se voit suffisamment. Hein, tu vois, Bruno, là, je les empile. Donc quand je les empile, c'est sympa, parce que c'est pas compliqué. Sauf que si je les empile comme ça, ils tiennent pas. Donc la question est, comment inventer une structure où je vais les empiler, mais en même temps qu'ils vont être noués? C'est amusant de se poser la question comme ça. Comment les empiler en même temps alors qu'ils seraient noués? Parce que quand même, pourquoi on se pose la question comme ça? Parce que quand même, on peut bien penser que pour le sujet, lorsqu'il rencontre un objet, eh bien, on peut penser que cet objet, eh bien, il a quelque chose à voir avec le réel, quelque chose à voir avec le symbolique et quelque chose à voir avec l'imaginaire. Hein? Même si l'objet a la fonction fantasmatique dont on a parlé la dernière fois, à savoir cette rencontre entre le sujet et l'objet petit a,
avec ce fameux losange hein, qui se ferme. Néanmoins, tout objet a une dimension réelle, une dimension imaginaire et une dimension symbolique. Hein, ne serait-ce que mon fils Paul, il a une dimension réelle parce qu'il existe. Il a une dimension symbolique parce qu'il s'est inscrit comme ça sur l'acte de naissance. Paul, fils de un tel, fils de une telle. Et puis il a une dimension imaginaire, puisque quand même, tout ce que j'ai pu investir dans mon fils Paul. Donc, il y a... et on peut se raconter ça sur tout objet. Hein. Les prochaines vacances que je vais passer, ça va être dans sur un bateau Costa, en espérant qu'il va pas se terminer au fond de l'eau. Ça va coûter des sous, il faut s'inscrire, il y a tout un imaginaire que les vendeurs de cette croisière essayent de me faire croire. Il y a une dimension réelle, symbolique, imaginaire. Les rencontres amoureuses avec Mythique, par exemple, c'est du même ordre. Il y a aussi une dimension réelle, symbolique et imaginaire. Est-ce que ça va correspondre? Est-ce que ça va coller ou pas en fonction de ce qui a été déjà écrit dans les échanges qui ont été faits? Bon, donc quand même, pourquoi on se pose la question de cette superposition? C'est parce que on peut considérer que quand même au cœur de cette rencontre réelle, symbolique, imaginaire, eh bien qu'il y a un objet. Qu'il y a l'objet qui est en cause à un instant donné. À un instant donné, j'ai déclaré mon fils à la mairie, et bien à cet instant donné, il y a une création d'un certain objet. Même si c'est un humain, c'est quand même un objet réel, symbolique et imaginaire. Donc c'est pourquoi il est important de trouver une façon de concevoir cette superposition. Alors, donc là, on se repose à nouveau la question, quelle est la façon la plus simple de concevoir une superposition de ces trois ronds, alors qu'en même temps, eh bien, ils doivent être noués, alors qu'ils sont juste superposés. Alors, une façon de faire, ça serait de dire quoi? Vous voyez là, par exemple, il y a le bleu, le jaune et le, saumon, disons, orange. D'accord? Le bleu est en dessous, le jaune est au milieu et le rouge, le saumon, disons, est au-dessus. Alors, on va le noter. Alors bon, c'est des couleurs un peu ennuyeuses, mais enfin ça fait rien. On va mettre. Donc, on a une couche de bleu. On a au-dessus du jaune et on a au-dessus on va mettre orange, hein. D'accord? Qu'est-ce qui se passerait si cet orange qui est au-dessus de celui qui est le plus haut, n'est-ce pas, était en même temps complètement en dessous de celui qui est le plus bas. Qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez qu'en disant ça, alors là on est obligé un petit peu pour l'instant de faire un détour par une sorte d'abstraction. Quand je dis ça, vous voyez que je ne viole pas du tout la règle de départ.
puisque je dis qu'ils sont nécessairement complètement au-dessus ou au-dessous les uns des autres. Mais je pose comme condition de dire, ah ben oui, mais après tout, pourquoi est-ce que celui qui est complètement au-dessus de celui qui est le plus haut, pourquoi est-ce que je ne me débrouillerais pas pour qu'ils soient en même temps en dessous du plus bas? Ça paraît bizarre. Eh bien, il suffit de le faire. Il suffit de le faire. Et c'est tout à fait faisable. Parce que regardez, alors je vais essayer de vous le faire, puis vous allez le faire aussi. Hein. Donc là, j'en fixe 2, hein, n'est-ce pas? Le troisième, il est complètement pour l'instant au-dessus du plus haut. Hein, on est bien d'accord. Bon. Comment faire pour le mettre en même temps? Merde, ah ça y est, c'est coincé là. Ah non, on va faire avec le bleu. Bon, c'est un peu dommage puisque je n'ai pas les couleurs que j'ai mises, mais ça fait rien. Là, donc mon bleu, il est pour l'instant complètement en dessous. Vous voyez, alors ça peut se répéter. Hein, vous voyez, on va le remarquer. Hein. Donc, j'ai dit, j'ai le bleu qui est en dessous, le jaune, l'orange, et l'idée, ça va être de remettre le bleu au-dessus. Donc là, il est en dessous, n'est-ce pas? Il est en dessous. Alors, il doit complètement rester en dessous du jaune, n'est-ce pas? Mais il doit passer au-dessus. Voilà, oui, c'est cela. Il doit passer complètement au-dessus de l'orange. Hein, c'est bien ça. Donc, je vais le faire passer au-dessus de l'orange. Et puis ensuite, il faut que je le refasse passer en dessous du jaune. Et là, il doit repasser. Bon, alors évidemment, je ne vais pas y arriver. Parce que là, il faudrait plutôt que j'en mette des groupes de 2 parce que c'est un petit peu... Hop. Comme ça, merci. Je vais faire 2 par 2 parce que c'est un peu compliqué à faire. On va en mettre 2. Voilà. Donc on a dit celui-là. Donc là ça sera plus visible, hein, je pense. Voilà, donc là on a dit celui-ci il est fermé. Voilà. Et puis on a dit ensuite qu'il y avait le jaune. Tiens, tu me files de jaune s'il te plaît? Non, c'est pas de jaune. Oh là là, mais si je me fous, je fais n'importe quoi avec les couleurs là. Il n'y avait pas de vert là. Bon. Alors. Donc l'orange, lui, il est fermé. Celui-ci, je ne m'en sers pas. Je vais prendre deux jaunes. Vous y arrivez là? Oui, mais je préfère faire mes codes. Moi, je fais dessus, dessous, dessous. Oui, voilà, ça revient à ça. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Très bien, voilà. Alors, est-ce qu'il est bon celui-là? Donc là, je vais voir. Donc là, il est effectivement bien placé. Bien placé. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, bien sûr, alors, voilà, oui, exactement. Et dessus, j'ai travaillé. Bah oui. Alors là, on passe comme ça, comme ça. Voilà. Enfin, moi j'ai pris le bleu et j'ai fait dessus, dessous, dessous, dessous.
Voilà. Donc, voilà, on peut le présenter de cette façon-là, oui. Oui. Oui, voilà. Alors, mais effectivement, dès l'instant, alors, ce qui fait que, dans le raisonnement, et c'est ce que tu as dit, dans le raisonnement, quand tu dis, je passe au-dessus puis dessous, etc., ça dit quoi? Ça dit ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière sur ce qu'il en est de la pulsion. C'est-à-dire que ce qui rentre par un trou doit ressortir par le même trou. Hein? Donc, c'est-à-dire que, ici, lorsque je passe au-dessus, par exemple, au-dessus du jaune, eh bien, il faut que je ressorte au-dessus du jaune. Donc, alors, on arrive ici, ainsi, à fabriquer une structure où on a résolu le problème, c'est-à-dire qu'on a fait la chose la plus simple. On est entré et sorti chaque fois du même côté, donc on n'a fait aucun, vous remarquerez qu'on n'a fait aucun enlacement, parce qu'un enlacement c'est très compliqué à faire, parce qu'il faut faire ça et ça. Là, on positionne chacun complètement au-dessus, complètement au-dessous, donc on a fait au plus simple, et néanmoins, c'est fixé. Ça ne se défait plus. Alors, premièrement, ça ne se défait plus. Deuxièmement, si on en coupe un, évidemment, les deux autres se défont, puisque c'est comme ça qu'on l'a construit. Puisqu'ils sont totalement symétriques, les trois. Hein. Après, on peut les présenter de différentes façons, comme tu l'as fait. On peut faire aussi des oreilles. Hein. Lacan a fait aussi des oreilles à un moment. On peut en faire plusieurs formes suivant ce qu'on est en train de dire. Mais néanmoins, on est toujours dans la même structure, qui est une structure, donc évidemment, de nœud borroméen. Donc, on en est où là? On en est à dire que j'ai pas envie de dessiner les dessus-dessous, parce que ça, hein, on les a fait là, on va les revoir, on va y revenir après. On en est à quoi? On en est à dire, voilà, finalement, on a trois tores, n'est-ce pas, hein, figurant, on va dire, réel, symbolique et imaginaire, par exemple, d'accord, hein, et ça figure des lieux. On figure des lieux. À savoir que là, il y a un trou, là, il y a un trou, là, il y a un coinçage, un coinçage, un coinçage, un coinçage, un coinçage, et là aussi une espèce de coinçage avec le reste du monde. Alors, pourquoi je dis des coinçages? Parce que on a un coinçage, c'est une autre façon en topologie d'appeler le point. C'est quelque chose de tout à fait important à saisir, parce que c'est presque, non pas contre-intuitif, mais c'est très différent de la notion qu'on nous enseigne du point. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'en géométrie euclidienne? En géométrie euclidienne, hein? Voilà, un point en géométrie euclidienne, c'est ce qui se situe là. Et c'est quoi ce qu'il y a là? Ce sont deux droites ou deux lignes, en fait deux droites qui n'ont pas d'épaisseur, qui se croisent en un certain point, parce qu'elles sont non parallèles, mais elles sont dans le même plan. Donc elles se croisent, et donc ça fait un lieu, ici, qui n'a pas d'épaisseur. Donc ça, c'est un point.
là, on est dans une autre géométrie et on va appeler un point autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'un point? Eh bien, regardez ce qui se passe. Si j'ai ces deux... si je m'intéresse à cette arête et à cette arête, n'est-ce pas? Si je les mets en continuité, vous voyez que ça glisse. Ça va glisser indéfiniment. Il n'y a rien qui empêche le glissement d'une arête sur l'autre. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que ça va être un point? Eh bien, un point, c'est quelque chose qui va être là pour interrompre le glissement. Voilà. Vous voyez que face au glissement, eh bien, le fait d'amener le troisième, ça bloque. Donc, dans notre topologie, c'est ça la définition du point. Et que Lacan utilise très largement en indiquant que justement c'est ce qui fait obstacle au glissement indéfini d'une arête sur l'autre. Donc là, ici, vous voyez, j'ai créé un point. Et il a bien la structure d'un point, parce que là, vous voyez qu'ici, il y a du blanc là au milieu. Mais parce que c'est commode pour qu'on le voit. Hein? C'est pour le figurer, mais il n'y a pas de blanc. Mais c'est un point, quand même. De la même façon que ici, il y a du blanc, mais en fait, il n'y en a pas. Ici, ce tore, c'est pareil, il y a un trou, mais le trou, il peut être... il suffit qu'il soit microscopique. Il n'a pas besoin d'être aussi grand que ça. C'est indiqué qu'il y a du jeu possible. Voilà, c'est ça, qu'il y a du jeu possible, mais avec un blocage. Donc ça peut jouer, mais ça se bloque. D'accord? Donc là, lorsque on a construit notre nœud borroméen, donc qui est fait donc de cet assemblage des trois tores, eh bien, on a créé des points. Hein? Et là, on en voit un ici, 1, 2, 3, 4 et un cinquième à l'extérieur. Ce sont des points. Des points au sens de la topologie qui nous intéresse et non pas au sens de la géométrie euclidienne. Puisqu'en géométrie euclidienne, un point n'a pas d'épaisseur. Tandis que là, c'est un coinçage, c'est l'interruption du glissement infini de deux dimensions. Hein, qui cesse de glisser parce qu'il y a une troisième qui vient faire verrou. Hein, c'est la clave, hein, c'est une clavette. C'est un peu comme une clé, quoi. C'est une clé qui vient obstruer, qui vient empêcher quelque chose de glisser, quoi. D'ailleurs, je parlais une fois avec Jean Clavreul, qui avait bien repéré que son nom avait à voir avec cette fonction de clavette. La clave? La clave, voilà. C'est l'instrument de musique, la clave. Oui, mais ça doit être la clé, non? Ou je ne sais pas ce que c'est. Non, les claves sont des choses, des bois qui résonnent avec un joli son quand on les tape. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui. Donc là, on va renommer les trous. Hein. Donc ici, on a le -1. Ici, on a le -φ. Et ici, on a le S de grand A barré. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a dit au début, enfin au début, juste avant? Eh bien, on avait dit qu'on s'intéressait à un instant du sujet. À un instant, cet instant, on peut l'écrire comme ça, hein, cet instant fantasmatique hein, de rencontre du S barré avec un objet.
Hein, c'est cet instant du fantasme. Hein. Et donc, où est-ce qu'il va être le A, le S barré, poinçon, petit a? Où est-ce qu'il est ce petit a? On va dire qu'il est ici. Alors il est tout petit là parce que j'ai fait ça comme ça. Mais il y a toutes les raisons de penser que on a cet objet qui est au coinçage de ces trois structures. Dis-moi. Non, je crois que... Ces objets peut-être Ah oui, attends. Bon, moi je dirais ça peut être ça peut être une photographie d'un instant. Hein, on peut dire que c'est l'objet en cause, c'est l'objet du fantasme en cause à un certain instant du sujet. Hein? Oui, elle était occupée alors, maintenant, on voit qu'il y a à nouveau, il y a trois autres points là. Hein, il y a trois autres points. À quoi ils correspondent ces points? La rencontre de l'ordre symbolique, du symbole, avec le réel. Si j'écris par exemple une équation, c'est super, hein, Einstein, E égale MC2, super. Hein, E égale MC2. Je l'écris, je dis, oui, mais ça figure un certain réel. Et d'ailleurs, je le prouve, vous connaissez cette petite histoire probablement, comment Einstein a acquis une célébrité internationale. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que ça nous intéresse. C'est que il avait écrit cette équation, E égale MC2, elle est un peu plus compliquée en fait, parce qu'il y a E égale MC2 correspond à un corps au repos, hein, mais bon, on peut rester là-dessus. Hein. Ça dit qu'il y a une équivalence entre la masse et la vitesse. Hein. C'est que c'est qu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Et il a prédit que même la lumière pouvait être déviée par les masses des étoiles. Et je crois 10 ans ou 15 ans après, il a attendu une éclipse de soleil et il a montré, puisque avec l'éclipse de soleil on peut voir les étoiles qui sont à proximité, alors que quand le soleil brille évidemment on ne voit pas les étoiles. Eh bien, il a pu montrer que des étoiles qui étaient censées être à tel endroit étaient ailleurs. C'est-à-dire que la lumière de l'étoile avait été déviée par la masse du Soleil.
Et c'est comme ça qu'il a acquis une célébrité mondiale en disant, vous voyez. Donc il avait écrit l'équation et il l'a vérifiée dans le réel. Donc vous sentez bien qu'elle a quelque chose de l'ordre d'une maîtrise, de partir d'une hypothèse et de la vérifier dans un certain réel. Donc on peut, et d'ailleurs quand on écoute l'histoire d'Einstein, chaque fois qu'il faisait une découverte, il était comme un gamin et il sautait en l'air, il était dans un débordement de plaisir extraordinaire. Et donc... Ça fait penser à Champollion lorsqu'il a réussi à traduire des hiéroglyphes à un évanouissement. Voilà. Alors, vous voyez que... de quoi on est en train de parler là présentement? On est en train de parler de ce point-là. On est en train de parler de ce qui est congruent à la fois au symbolique et au réel. Et on est en train de parler, là tu parles d'évanouissement, Einstein sautait en l'air comme un gamin, eh bien Lacan, comment il appelle ça? Il appelle ça la jouissance phallique. Il place ici la jouissance phallique. Qui est la jouissance de la maîtrise, d'avoir pu attraper quelque chose du réel par le symbolique. E égale MC2, et je le prouve, d'ailleurs, regardez, l'étoile, on pensait qu'elle était là, elle est ailleurs. Donc là, on a ici le lieu, le point, appelons ça un point, puisque c'est un point, là aussi, puisque vous voyez qu'il y a le... Bon, alors il y a quelque chose il y a deux arcs qui sont concaves et un qui est convexe, ce qui fait une petite différence. Là, on voit qu'on a trois arcs concaves d'une certaine façon. Et là, on a deux arcs concaves et un arc convexe. Ce qui, dans certaines formes de calcul, peuvent donner des résultats différents. Toujours est-il que néanmoins, là, c'est pas stupide d'appeler ça la jouissance phallique. C'est la jouissance de celui qui a réussi à congruer symbolique et réel. Bon. Et ce point-là, alors, de quoi il s'agit là? Il s'agit d'un point qui fait la congruence entre l'imaginaire et le réel. Alors, n'oublions pas que pour ce qui est de l'imaginaire, il y a du moins phi ici. C'est-à-dire qu'il y a du phallus manquant. Il y a du phallus qui, comme... bon, c'est presque un pléonasme de dire phallus manquant, puisque phallus, c'est pas du pénis. Phallus, c'est quelque chose qui est nécessairement attaché au signe moins. Enfin, toujours est-il, en ce qui concerne au moins le phallus imaginaire, puisque là on est dans la zone imaginaire. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on pourra dire? Que peut-on dire d'une rencontre du phallus imaginaire manquant avec le réel?
est-ce que, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas dire que... Bon, alors, parlons un peu de choses un peu plus triviales. La bandaison masculine, c'est pas comme de lever le bras. Hein, ça se saurait. Hein, on invente bien du Viagra pour faire ça, mais c'est bien parce que le fonctionnement de l'érection masculine, il n'est pas comme le mouvement des autres membres, on va dire. Hein, c'est très différent. C'est quelque chose qui est conditionné par le désir de l'autre. Hein? Et on voit bien l'échec de tous des gens, des patients qui viennent nous dire j'arrive pas à bander, parce que bien souvent c'est pas pour des raisons comment on va dire organiques. C'est parce que ils conçoivent que ça devrait fonctionner comme de lever le bras. Hein, et ça marche plus, bah dis donc, c'est con. Docteur, donnez-moi quelque chose. Heureusement, l'industrie a inventé le Viagra. Hein, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche par un accès à la jouissance de l'autre. Hein, c'est parce que l'autre, d'une certaine façon, fait crédit au mâle d'être capable de la satisfaire. Donc c'est bien là quelque chose qui conjoint une dimension imaginaire. Hein, en plus d'ailleurs ça ne dure pas. Hein, ça dure le temps de la rencontre sexuelle. D'ailleurs, ça pose la question de ce que tu disais tout à l'heure sur cet évanouissement de Champollion, qui est peut-être pas, on va peut-être y revenir autrement, c'était peut-être pas là justement, hein, cet évanouissement. Hein. Justement, là, il y a cette rencontre entre l'imaginaire et le réel. Eh bien, Lacan le nomme jouissance de l'autre, précisément. Hein. Qui est typiquement, alors après c'est au niveau de la fonction, hein, qu'on peut appeler jouissance féminine. Hein, autant là on est sur la jouissance mâle, là on est sur la jouissance femelle. Même si c'est des hommes ou des... peu importe, hein, après c'est au niveau des fonctions, hein, toujours. Hein. Ça fait penser à une certaine démarche que font certains danseurs contemporains pour créer certaines dynamiques de mouvement, certaines atmosphères. Ils s'appuient sur l'évanouissement d'un point de l'espace. Et ce moment, quand ils disent que c'est vraiment quand ils arrivent à éprouver cet évanouissement d'un point, il y a quelque chose de la dynamique du corps qui se produit. Ils utilisent ça pour construire une chorégraphie. Oui. Ces points d'évanouissement. Voilà. Voilà. Des points de déformation aussi, soit évanouissement ou déformation comme s'ils anamorphosaient le monde aussi. Donc il y a cette espèce d'évanouissement de la limite pour créer une dynamique de mouvement aussi. Voilà. Et ça m'a fait penser à ce que disait Lacan du Fordat. Il disait ce que l'enfant vise dans ce jeu, c'est justement ce point de la saisie de ce point d'évanouissement où l'autre disparaît aussi. Voilà, donc oui, je crois que c'est très, très, très pertinent ce que tu dis, dans la mesure où justement là on a affaire à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la jouissance phallique. Hein, on voit, et c'est pour ça que l'exemple de Champollion est... Enfin, c'est ça, bon, je ne sais pas dans quel... Alors,
Ben oui, justement, c'est que, voilà, cette bobine, c'est aussi l'objet A qui va conditionner l'acquisition du langage, mais dans le langage, il y a aussi une perte, tu comprends? Il y a une perte de la réalité du désir, qui est, bon, le désir sous-jacent, c'est la présence de la mère. C'est pas de jouer avec un morceau de bobine, ou c'est pas de dire des mots. Hein, donc il y a un gain, mais il y a une perte. Hein. Et un évanouissement, c'est aussi une perte. Hein, perte de conscience. Hein. Et peut-être que dans ce que tu racontais sur Champollion, peut-être que là, on n'est pas dans un débordement de jouissance mâle, mais que peut-être on est plus du côté de la jouissance femelle. Hein. C'est pas né de sa découverte. Voilà, il sait pas, mais c'est quelque chose d'autre. Il a été pris dans la jouissance de l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer deux moments, un autre moment où voilà. il est pris dans la jouissance physique et voilà. Parce que tout ça, ça se rencontre. Voilà. Quelle chance, les deux. Voilà. Voilà, ouais, tout à fait. Alors là, il nous en reste un, qui est celui-ci. Ah oui, d'ailleurs, c'est son frère qui le raconte, maintenant ça me revient. Oui. Donc, il a trouvé Oui, ça s'est passé en 2 temps. Donc, il était dans sa pièce de travail, donc il a découvert, et il est allé chez son frère pour lui dire. Et dès qu'il est sorti sur le palier, il s'est évanoui, en fait. Ah oui. Voilà. Et c'est son frère qui raconte ça. Oui, oui. Ah oui. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le fading? Alors, est-ce que la dimension du fading, elle est là ou est-ce qu'elle est dans la rencontre avec la pulsion Enfin, en tout cas, c'est que le sujet, il est par nature, ne serait-ce que ce qu'on voit ici, il est par nature divisé. Il n'y a pas de... il y a quelque chose effectivement d'évanescent. Hein. De toute façon, dans ces rencontres de pulsionnelles ou objectales, il y a cette dimension pulsatile. Hein. Donc qui a cet effet de fading. Hein. Est-ce que le fading il est de ce côté ou est-ce qu'il est là, quoi? Tu vois, ça peut se questionner. Ou est-ce que c'est déjà marqué dans la barre? Hein? Alors, ce point-là maintenant, qui appartient à la fois au symbolique et à l'imaginaire. Comment est-ce qu'en français, on peut appeler ce qui va conjoindre le symbolique et l'imaginaire? Voilà, la poésie, non, mais par contre, quelque chose de beaucoup plus trivial, qui est tout simplement le sens. C'est-à-dire que lorsque j'écris, par exemple,
bon, par parler par une équation, mais j'écris une équation. Si je vous dis par exemple j'ai une certaine longueur, un point qui est fixe, et puis j'ai un segment d'une certaine longueur, et il peut se promener partout. Et si je le laisse aller dans toutes les directions, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une sphère. Hein? Vous voyez bien que là, quand je dis ça, je suis en train de cette façon de construire une sphère, pour vous ça fait sens. Parce que vous pouvez imaginer la sphère. Une représentation. Voilà, je peux représenter. Le sens, c'est la représentation. Voilà. Mais c'est représentation à partir d'un texte. D'accord. D'une écriture. Voilà, d'une écriture symbolique qui, en plus, peut figurer un certain réel, mais pas nécessairement. Regardez, si je vous dis, alors moi je conçois un cheval. Ce cheval, il a une corne. Et vous le voyez, mais c'est pas réel. Donc je peux très bien, c'est une licorne, et je l'appelle licorne. Donc vous voyez bien que je peux tout à fait écrire une succession de signifiants, et puis que vous pouvez vous le représenter. Voilà, à un moment donné, ça fait sens. Ça fait sens, oui. Voilà. Et c'est pas forcément du réel. Hein? Donc là, on a ici quelque chose donc qui est de l'ordre de la fabrication du sens. Et quand on s'appelle Lacan, on appelle ça évidemment le jouissance. N'est-ce pas? Ça peut être un obstacle aussi, non? Ah oui, alors bien sûr, alors voilà, tu as tout à fait raison de noter ça, c'est que quand on acquiert le sens, eh bien, bien souvent on se trompe. Et d'ailleurs, il y a ce terme français qui est très source d'erreur, hein, c'est le terme comprendre. Hein. Comprendre, ça veut dire c'est prendre dans sa totalité. Hein, ce qui est une source d'erreur. D'ailleurs, c'est très amusant parce que oui, ou oui, prendre avec. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'englobant dans comprendre, de totalisant. Ce qui d'ailleurs est amusant parce que en anglais, il y a les deux termes. Il y a to comprehend et to understand. Ce qui est très intéressant, understand, parce que ça veut dire c'est ce qui se situe dans les dessous. Ce qui est beaucoup plus nuancé que comprendre. Hein? Alors que le mot existe aussi, to comprehend. Mais c'est pas pareil, oui, c'est autre chose. Mais spontanément, quand on traduit du français en anglais, do you understand? On ne dit pas do you comprehend. Est-ce qu'il y a l'équivalent, je pense, avec saisir? Comment on dirait, est-ce que tu as saisi? Quelque chose qu'on saisit. Est-ce que en espagnol aussi, il y a cette nuance. Je suis en train de... Ah oui? Il y a entender et comprender, c'est pareil, c'est anglais. Oui. Oui. En italien, je me souviens plus. Voilà, donc il y a effectivement... D'ailleurs, c'est bien marqué là, forcément, puisqu'on est dans le domaine d'une rencontre symbolique imaginaire. Eh bien, on peut très facilement se gourer. Puisqu'il y a la rencontre avec... regardez ce qu'on entend toute la journée sur le racisme et autres. C'est un nègre, évidemment. Faut pas s'étonner. Bon...
Ce sont des raisonnements, des raisonnements qui conduisent à une compréhension fautive. Pourquoi? Parce que là, on est dans le domaine imaginaire. C'est pas parce que ça fait sens et que ça fait jouir, parce que ces crétins, ils jouissent, hein. Leur jouissance, elle est là, hein. C'est la jouissance, hein. Voilà, mais ils s'imaginent qu'ils ont acquis quelque chose de l'ordre de la vérité. Hein, ça fait jouissance, hein, c'est sûr. Hein, mais vous voyez que donc là, on a affaire, si vous voulez, à trois formes de jouissance. Bon, voilà, un petit peu ce qu'on peut dire, et à ce moment-là, on va laisser à ce moment-là de côté pour la prochaine fois ce qui est quelque chose de fondamental, qui est comment, la prochaine fois, à partir de ça, on va pouvoir parler des envahissements. De quoi il s'agit ? Voilà, exactement. Comment ces domaines peuvent s'envahir mutuellement pour créer angoisse, inhibition, symptômes. Comment ça s'articule, cette affaire, hein? J'ai trouvé en fait ce que je me demandais qui était sur la... Vas-y, dis voir. Je me suis demandé si on avait prévu parler des différents discours. Ah, les 4 discours, oui, bien sûr, il faut en parler. On a prévu d'en parler déjà, c'est sur la liste ou pas? Je crois que oui. Je crois que oui, il me semble. Et donc, par anticipation, donc sur la prochaine fois, on va arrêter là. Donc, on a ici figuré un petit peu comment fonctionnent ces envahissements, hein, d'angoisse, d'inhibition, symptômes. Hein. Comment ça fonctionne. Alors, ce qui moi m'a totalement fasciné, c'est dans le séminaire RSI, c'est que ce schéma, hein, où celui-ci, Lacan le met au tableau en novembre, hein, octobre ou novembre, et on a l'impression qu'il le découvre toute l'année. C'est extraordinaire. C'est franchement, on a l'impression qu'il a fait le film à l'envers. C'est comme si ça lui était tombé du ciel. Il fait ça. Mais et après il le découvre. Il le découvre tout au fil de l'année pour arriver à la fin de l'année à, si je me rappelle bien, à plus ça. Mais ça est déjà en novembre. C'est extraordinaire cette année-là. Et du coup, ça nous permettra ensuite de passer sur l'année suivante, qui est l'année du symptôme. Hein, c'est-à-dire comment cette structure, elle va se modifier, hein, toujours dans la tentative d'inventer la structure la plus simple qui soit, pour essayer de rendre compte du symptôme, hein, à partir de ça. Et là, j'anticipe certainement. Vas-y. Je ne sais pas sur ce que tu veux dire. Bon, moi, je suis en train de le reprendre, la RSI, sans lancer. Ah oui. Oui. À la fois avec les schémas et avec l'enregistrement. Ah oui, très bien, oui. Donc, à un moment donné, il s'appuie sur cette représentation. Là, Oui. Et il dit, mais il est important qu'il y ait toujours un des 3 rondes ficelles, comme il dit, qui soit une ligne à l'infini. C'est-à-dire qu'il explique que c'est important qu'il y ait toujours cette ouverture d'un décor.
Oui. Ils n'arrivent pas tu peux pas te le relier à quelque chose Bah, moi, ça me paraît pas nécessaire. Bon, c'est sûr que, comme je le disais, ces espaces blancs sont des figurations pour nous. Hein. Il faut les penser comme des points. Hein. Ça, comme des très petits trous. D'accord, sur des espèces de gros boudins qui seraient juste avec un tout petit trou, hein, et que ça, ce sont des points, hein, sans espace, hein, comme je l'ai fait avec les bouts de papier tout à l'heure. Hein. Alors, bon, effectivement, tu peux, moi, je vois pas la nécessité. Si, non, je crois que ce qu'il dit, il y a pas très longtemps, le souvenir que j'en ai, je ne sais pas si on parle de la même partie, mais c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de nécessité de le boucler et que c'est la même chose. Oui, mais c'est pareil. Il parlait pour un seul. Bah, de toute façon, tu peux le faire que pour un à la fois. Tu peux le faire que pour un à la fois. Comment tu fais pour le faire tenir? Mais bon. Après, pour moi, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est l'usage clinique. Pour le moment, je ne vois pas, là où j'en suis, je ne vois pas l'usage clinique de dire, bon, bah, il y en a un qui va à l'infini, bon, ok. Parce que d'une part, s'il va à l'infini, si tu prends pas... Hein? À un moment donné, même si c'est à l'infini, ça doit se boucler. Bien sûr, tu fais, c'est ce qu'on appelle la sphère de Riemann, c'est-à-dire que ça fait le tour d'une sphère. Mais bon, admettons que ce soit celui-là, ok, mais alors à ce moment-là, le S de grand tabaret, il est où? Tu comprends? Si ça, tu en fais une droite, le S de grand tabaret, il est où? C'est-à-dire Paris. C'est intéressant, ça me fait penser au fait que Jeanne Lafont a bientôt fait à la 19 une intervention sur le CROSCAP, sur le point phi du CROSCAP. Sur le point phi. Quel point phi? Pas en bas, mais à l'endroit de la ligne de décustation, sur la partie supérieure de la ligne de décustation. Et elle dit que ce point-là, du point supérieur, enfin tu n'es pas d'accord, c'est ce qu'elle a dit. Moi je ne sais pas bien ce que ça rejoint, mais le point supérieur de la ligne de décustation du CROSCA, pour elle, c'est une ligne. Oui, mais moi je suis absolument pas du tout d'accord avec ce que dit Jeanne là-dessus, parce que dans un CROSCAP, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou dans un CROSCAP. Jeanne, on s'est pris la tête plusieurs fois, elle est fascinée, parce que souvent elle utilise également la présentation de Boy, qui est une présentation du CROSCAP, non. On a affaire, qu'il s'agisse de la surface de Boy, CROSCAP ou 2 ou 3 autres structures, on a toujours affaire à un plan projectif. Un plan projectif n'a pas de trou, nulle part. C'est un plan. C'est un plan qui a des particularités, à savoir que la ligne à l'infini, c'est une ligne projective. Mais ça n'a pas de trou. C'est pas un tore, c'est pas une bouteille de Klein, c'est un plan. C'est un plan. Un plan, il n'y a pas de trou. Et elle est fascinée par les présentations. Elle est fascinée par la présentation en surface de Boy parce que ça fait des trucs en triangle. Elle est fascinée par cette espèce de machin qui est... dans la présentation en CROSCAP, on voit un truc comme ça, d'accord? Mais c'est une présentation, c'est tout. Elle n'a pas contesté l'autre jour, hein, mais ce qu'elle disait, c'est que le point... Qu'est-ce qu'elle appelle le point? En fait, ici, là? j'ai compris, mais elle n'a pas encore fait son intervention, elle a juste dit qu'elle allait la faire. C'est-à-dire, par rapport à la ligne de décusation, c'est cette partie-là qu'elle considère comme étant infinie. Bah oui, mais... J'ai bien compris. Est-ce que tu as compris, hein? C'est ce lieu-là qu'on a vu infini. Mais oui, mais bon, c'est bien gentil, mais moi, je veux dire, c'est pas dans la structure. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que infini suppose tout? C'est une vraie question, parce que moi je ne sais pas. Hein, je ne sais pas mais il y a...
c'est une surface pleine. C'est une surface pleine, un cross-cap. Un plan projectif. C'est une surface pleine. Est-ce que... Ah oui, et elle dit qu'il y a un trou elle vient se focaliser sur des artefacts. Écoute, je donne souvent cet exemple. Regarde, je donne souvent cet exemple. Si j'ai un cube en fil de fer, n'est-ce pas, et que je l'éclaire et que je projette sur le truc, je peux avoir très facilement quelque chose qui va être comme ça, n'est-ce pas? Bon, je l'ai mal fait, mais enfin voilà. Et alors je peux dire, ah bah voyez, regardez, il y a un point là. Sauf que ce point, il n'existe pas. C'est de la parallaxe. Si je change ma bougie, je peux très bien faire apparaître un truc qui va être comme ça, par exemple. C'est sûr que les plans projectifs ne sont pas figés, qu'ils sont dans un mouvement possible. Bah oui, je peux faire apparaître un truc comme ça, avec ma bougie, si je change ma bougie de place. Oui. Et il n'y a plus ce point-là. Donc si je viens me focaliser là-dessus... Hein? Potentiellement. Mais non. Mais enfin, quand tu as... Mais non, si j'ai un cube... Si j'ai un cube, les points qui sont opposés dans le cube, ils ne se touchent pas. Comment tu veux qu'ils se touchent? C'est une représentation. C'est un cube. Non mais attends, de quoi on parle? Je parle d'un cube qui est en fil de fer. Un cube, tu vois comment c'est un cube qui est en fil de fer, et je l'éclaire et je le projette sur le mur. Donc je fais faire apparaître des intersections comme ici par exemple. Ici, ce point, il n'existe pas, il y a un dessus-dessous. Parce que je suis en train de dire que Jeanne Lafont se focalise sur des présentations, sur une façon de présenter. C'est comme si tu me dis, ah bah oui, mais regarde, et quand même j'ai des yeux, je vois bien que le réel, il se continue par l'imaginaire, là, puisqu'il y a un point là. Mais elle critique la même chose chez quelqu'un d'autre de la musulmane. Oui. Elle dit la même chose que toi. Oui, je sais. Oui, je sais. Moi, je me suis pris la tête avec ce gars qui comprend pas. Mais elle fait... Bah oui, mais parfois, elle fait le même raisonnement. Bon, enfin, bref. Ça serait bien que vous en discutiez ensemble et que ce soit... Bah oui, parce que chaque fois qu'on est amené souvent à en parler... Bon... Donc, qu'est-ce qu'on disait? On a fait un peu le tour. Hein? Donc, on a dit qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Il est tard. Merci Bruno. À très bientôt. Voilà.